Bonsoir à tous, je suis donc Iris Maugenier, lycéenne au lycée public juste à côté, en terminale générale. Et donc j'ai eu l'occasion de voir pour la première fois le film hier après-midi et donc d'intervenir avec les autres lycéens de la salle et de pouvoir en discuter avec Claire. Voilà. Claire, tu veux présenter les intervenants ou dire ce qu'ils ont à dire? Je vais demander aux intervenants de se présenter. Anne-Sophie, par exemple. Alors, Anne-Sophie, moi je suis membre du Ruban Vert, mais également je travaille, parce que je vais m'exprimer aussi beaucoup par rapport à mon travail, à l'Agence de l'eau Seine-Normandie. Donc c'est un établissement qui s'occupe de la préservation des cours d'eau et des nappes souterraines. Vous êtes déjà présenté? Moi je me suis présenté tout à l'heure, mais... Moi aussi, dans le présent débat. Julien Parent, naturaliste chiroptérologue, spécialiste des chauves-souris et membre de Cerfauna France. Merci beaucoup. Du coup, juste pour revenir dessus, la Carzone Bascule à Joigny, mais aussi multiples entrepreneurs, je donne des cours à Paris 8. La Carzone Bascule qui est un lieu de mutualisation et un lieu d'expérimentation sur la sobriété heureuse, sur la gouvernance partagée, sur la mutualisation des outils, sur la mutualisation d'un énorme bâtiment de 1500 m² de l'ancienne caserne. Et une vie bas carbone. Ce film, effectivement, tranchait beaucoup avec les autres films de l'après-midi, en tout cas. Mais c'est vrai qu'il pose une question qui est la massification du message. Et c'est vrai que les gens des villes qui sont très très loin, alors ici évidemment on est une bande de gens branchés, sensibles à la nature, etc. Mais les gens qui vivent dans des villes et qui ne savent plus trop ni ce qu'ils mangent, ni à quoi ressemble une campagne, parce que quand ils vont dans la nature, c'est à la plage ou au sport d'hiver, se connaissent pas. Et je dois dire que moi, j'ai vu il y a déjà longtemps, une quinzaine d'années, un film sur notre pain quotidien qui ressemblait un peu à ça en plus tranquille. C'était un film presque muet, mais je m'en rappelle encore. Et c'est un choc de se rendre compte de ce que c'est que l'alimentation industrielle. Mais après, il y a 8 milliards de gens sur la planète et ils ne peuvent pas tous vivre comme solo. Enfin, je ne pense pas. Donc, comment on arrive à faire une alimentation clean, propre et néanmoins massive, c'est encore une perplexité que j'ai. Donc ce film réouvre cette perplexité douloureuse, je dois dire, et inquiétante. Ah oui, alors moi j'ai une observation qui est intéressante, parce que je me trouve super intéressant. Non, c'est pas du tout le cas. Parce que là où ça m'a interpellé, c'est que ça me rappelle que 70% de l'agriculture mondiale est intra-urbaine. C'est quelque chose qu'il faut penser. 70% de la nourriture produite sur Terre pour nourrir des humains est produite en ville. Et cette agriculture est majoritairement de l'élevage. C'est en Afrique, en ville, en intra-urbain, y compris des petits villages, etc. Vraiment au sein des villages. Et même ce qu'on voit dans le documentaire, au début, quand il va voir les Indiens en Amazonie qui sont malmenés, etc., on voit des poules qui se baladent dans ces villages-là. Donc il y a différentes façons de faire de l'élevage. Et je crois que la dénonciation principale, c'est l'industrialisation de la production de matières alimentaires d'origine animale. C'est pas forcément... on ne peut pas tout mettre dans le même panier, c'est absolument impossible. Et d'ailleurs, les Givaros, qui ont un mode de vie extrêmement respectueux de la nature, élèvent aussi des animaux pour se nourrir. Donc, faut voir qu'il y a aussi une double lecture. C'est un message d'alerte. Moi, je vous conseille, en parallèle, si ça vous amuse, si vous n'avez pas assez déprimé cette fois-ci, c'est de lire un bouquin de Jean-Marc Gansil qui s'appelle « Carnage ». Moi, j'ai lu ce bouquin, j'ai dit je ne veux plus manger de poisson de mer. J'ai réduit considérablement ma consommation de viande et le message est très clair. Enfin, de toute façon, je crois qu'on n'a pas trop le choix. Une observation, mademoiselle? Bien, écoutez, je vous rejoins parfaitement dans ce que vous avez pu souligner juste avant. Personnellement, je tiens quand même à dire, parce qu'en tant que lycéenne qui vit donc toujours chez ses parents, eh bien, c'est des choix qui, j'en suis parfaitement consciente, mais qui sont quand même difficilement applicables, pour moi en tout cas, puisque c'est aussi une façon de... On est obligatoirement censé amener cette prise de conscience à nos proches, puisque ce n'est pas moi qui fais les courses, ce n'est pas moi qui vais choisir parfaitement ce que je peux manger à la cantine du lycée, par exemple.
Donc, voilà, on peut essayer de sensibiliser aussi les établissements à ce genre de choses, ou essayer de montrer qu'on n'est pas forcément d'accord, ou essayer aussi de demander à ses parents qu'on ne mange pas 2 fois par jour de la viande parce que c'est absolument pas nécessaire pour notre corps. On essaye petit à petit, du moins à mon échelle, de réduire ça. Et ce genre de documentaire est pour moi une petite piqûre de rappel de ouais, faut vraiment changer ce genre de choses. Personnellement, j'ai un rapport à l'alimentation qui est tout particulier parce que j'étais plutôt du genre à si je n'aime pas ce que je mange, je ne mange pas. Alors par chance, ça ne m'est arrivé qu'une seule fois d'avoir à ramper jusqu'à mon frigo. Parce que du coup, après ne pas avoir mangé pendant plusieurs jours, à un moment, il faut y aller. Il se trouve qu'aujourd'hui, la facilité étant que vivant dans un lieu collectif, du coup, on est plusieurs, on gère les courses ensemble, on gère beaucoup de choses ensemble. Il se trouve que tout ce qui est carnet ou tout ce qui est fromage, etc., en fait, n'est pas acheté par l'association. Il se trouve que nous, on se permet de s'en offrir de temps en temps, mais la différence, c'est qu'à minima, on cherche au niveau collectif d'être à peu près, alors plutôt végétarien, dans le sens où on va quand même avoir des œufs, on va quand même avoir des laitages. Je suis pas personnellement moi-même, j'ai encore un peu du mal avec le véganisme, sachant que le véganisme n'est pas un mode alimentaire, c'est une philosophie de vie, c'est le végétalianisme qui est un régime alimentaire. Et je suis pas tout à fait persuadé de vouloir aller jusque-là. J'ai très peur des carences alimentaires. Potentiellement, j'avais essayé de calculer pour les œufs, juste pour la B12, il fallait manger en fait une centaine d'œufs par semaine par personne, parce qu'en gros, dans l'œuf, il y a effectivement de la B12, sauf qu'il n'y en a que 9% qui sont assimilables par le corps. Donc si on se contente des œufs, en fait, si on pouvait assimiler la totalité de la B12, il faudrait effectivement 10 œufs par semaine. Comme on ne peut pas tout assimiler, en fait, il en faudrait beaucoup plus. Ou alors, il faut trouver une autre forme pour l'assimiler. Exactement, personne ne mange 100 œufs par semaine. Et en fait, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, la B12, c'est une des vitamines qui s'accumule le plus. Enfin, en tout cas, elle s'accumule assez bien dans le corps. C'est pour ça que les carences peuvent apparaître seulement 3 à 5 ans après avoir arrêté de manger de la viande. Et en fait, il se trouve que de manger de la viande 1 fois par mois, 2 fois par mois, enfin même 1 fois par mois, c'est largement suffisant. Et Mais c'est pas facile beaucoup pour moins nuisible que d'en manger tous les jours. Moi, le film m'a choquée. J'ai pas du tout aimé. Parce que je trouve que les propos sont beaucoup trop simplistes. Opposer voilà, l'élevage et puis la grande culture qui va être source de bien-être pour tout le monde. Ben non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, effectivement. Enfin, Eric l'a très bien dit. Hein, c'est l'élevage extensif, donc avec des prairies, avec peu d'animaux sur les prairies, avec une alimentation à l'herbe. On peut faire une alimentation toute à l'herbe. Hein. On n'est pas obligé de mettre du soja, c'est pas vrai. Ça, c'est bien pour la planète, parce que même si les vaches émettent du méthane, les prairies, elles stockent du carbone. Enfin voilà, si on retourne les prairies, on envoie de l'azote dans la mer, donc l'eutrophisation, ça sera pire. Donc je trouve bien dommage que le film ne reflète pas un peu toutes ces nuances. C'est une source de biodiversité. Enfin, dans les prairies, on va retrouver des tas de papillons. Enfin voilà. Donc, quel dommage d'avoir un propos aussi peu nuancé. Moi, je mange peu de viande, mais effectivement, quand je mange de la viande, enfin voilà, c'est comme tout ce qui vient d'être dit, de la bonne viande locale, d'un producteur local qui élève ses vaches à l'extérieur, c'est très bien. Et il faut surtout éviter d'être dans le noir et blanc, parce que ces raccourcis-là sont vraiment très dommageables pour tout le monde. Merci. Ouais, du coup, je rejoins aussi ma voisine de chaise. Donc, en effet, je trouve le film un peu caricatural sur les propos. Il oppose du coup la production de viande à la production végétale qui serait vertueuse. Il y a aussi des productions végétales qui sont pas du tout vertueuses. Hein. Vous prenez l'huile de palme, la production de bois pour le papier, les meubles, le parquet, la banane, l'avocat. Qui sont aussi des productions qui demandent énormément d'eau, énormément de produits chimiques. Donc ce sont des productions végétales qui sont absolument pas vertueuses. L'environnement, la biodiversité a aussi besoin de grands herbivores pour le maintien des milieux. Voilà, pour le maintien des milieux ouverts. Les animaux d'élevage font aussi partie de ces grands herbivores. En fait,
En Europe, si vous voulez, le stade ultime d'un milieu naturel, c'est la forêt. Sauf que du coup, dans une forêt, vous avez moins d'espèces que sur une prairie. Et on se nourrit mal. Oui, et on se nourrit pas bien. Il n'y a pas forcément d'arbres fruitiers dans une forêt. À comparer à ce qu'on pourrait croire, même dans une forêt tropicale, c'est assez difficile de trouver un arbre fruitier. Donc voilà. Je vais même enfoncer le clou avec des propos qui sont que les véganes sont globalement en bien meilleure santé. Il faut savoir que les populations véganes sont, a priori, on commence par les CSP+, et plutôt jeunes et avec des qualités de vie qui sont très très élevées. Donc ce chiffre en lui-même ne suffit pas en fait à démontrer la chose. L'impact écologique est certain. Enfin, voilà, il ne s'agit pas de remettre ça en question. Ce film, on l'a choisi avec le jury malgré tout. On a une petite hésitation entre le caractère plombant et le caractère un petit peu manichéen et sérieusement prosélyte. On s'est demandé s'il fallait le montrer, mais en même temps, il donne de vraies informations. Toute la partie sur l'élevage du saumon, par exemple, enfin voilà, est avéré, il n'y a aucun doute là-dessus. Se dire que l'élevage de saumon peut produire par calorie produite plus de dégâts environnementaux que l'élevage de bœuf, c'est important de le savoir. La pollution au PCB, au plomb, etc., au mercure des poissons de mer, c'est une réalité. Le plus gros port de pêche de France, c'est Boulogne-sur-Mer, qui est dans l'estuaire de la Seine. On interdit la consommation des poissons de la Seine parce qu'il y a trop de PCB dedans. Donc c'est assez rigolo en fait de penser à tout ça. Enfin rigolo, on se comprend. Hein. Quelqu'un veut rajouter quelque chose en particulier? Et moi, je voudrais quand même pas tellement porter sur le fond, mais que sur la technique. Enfin, ce film est fait pour frapper les masses et pour frapper beaucoup de gens. Il y a des très grands noms. Et je pense qu'il faut le. C'est vrai qu'ici, on connaît les nuances. Est-ce qu'on arrive à faire changer d'alimentation des gens sans des films de ce genre? C'est un peu la perplexité que j'ai. Enfin, j'imagine, c'est pour ça que le jury, c'est comment on arrive à faire changer assez vite assez de gens sans des images exagérées. Mais c'est là aussi une question pour animer le débat. Il se trouve que la toute première association que j'ai créée, ça s'appelait Enjeux communs, qui avait pour but de faire de la sensibilisation aux enjeux écologiques et de société à travers le jeu de plateau, le jeu de société, le jeu de piste, enfin le jeu en général. C'est-à-dire à la fois l'introduire dans l'éducation et à la fois créer des nouveaux jeux et rassembler les jeux qui existaient déjà. Et bah, malheureusement, alors il me semble que la sensibilisation à un niveau individuel, c'est-à-dire qu'il y a quand même certaines personnes clés dans la politique qui est nécessaire de sensibiliser, mais aujourd'hui je cherche plus du tout à sensibiliser les masses. Dans le sens où j'arrivais à toucher peut-être 2000, 2500 personnes par an. Et en fait, ce n'est pas les bonnes échelles. Et en plus, les personnes qui vont venir me voir sont généralement des écolos. Moi, aujourd'hui, je suis convaincu que les plus grands sensibilisateurs, ce sont les crises. Et en fait, la question, c'est à chaque crise, comment est-ce qu'on fait pour accueillir les gens? Comment est-ce qu'on fait? Parce que ces personnes-là vont enfin se poser des questions. La crise du Covid, il y a beaucoup de personnes qui se sont posées des questions. Là, avec la prochaine inflation, la crise énergétique, beaucoup de gens vont se poser des questions. Et en gros, c'est comment on fait pour avoir suffisamment de formateurs et de formateurs pour accueillir ces personnes-là quand ils se poseront des questions. Parce que malheureusement, la sensibilisation, moi, j'y crois plus. Je suis en train de rendre les rênes d'enjeux communs, personnellement. On a la chance d'avoir trouvé une équipe qui va la reprendre et qui va la faire durer. Mais la sensibilisation de masse, il me semble surtout qu'en termes de production cinématographique, le fait qu'on soit tous ici, on a tous vu un film, on a tous vu une information qui nous a choqués. Donc a priori, c'est pas un manque d'information. Alors, je suis très très largement d'accord avec toi. Le fait est que s'il n'y avait pas les vidéos de L214 qui avaient circulé récemment, il y aurait une bonne partie de la prise de conscience du public en général qui n'aurait pas eu lieu. Donc l'effet de choc est aussi important. La découverte de quelque chose qui est absolument, résolument choquant est parfois nécessaire. Et ça peut être justement l'occasion de l'accueil de populations qui sont complètement, qui viennent nous voir et qui vont nous poser des questions dans le genre, mais comment je me nourris? J'ai eu le cas il y a quelques jours, j'étais dans une autre table ronde à Paris, en l'occurrence autour des interdépendances et de l'anthropocène, c'était vraiment sympa. Il y a un moment, quelqu'un un type assez jeune qui a fait un interroge, je disais, mais comment vous pensez qu'on peut avoir de la résilience, nourrir 8 milliards de personnes, malgré tout ce qu'on sait du contexte, malgré tout ce qu'on sait de l'effondrement? Et là, je lui ai fait une réponse de punk. Je lui ai dit, mais on n'est pas à l'abri que la prochaine pandémie fonctionne.
Voilà. Bon, ça peut pas être la réponse unique, mais quelque part, c'est une façon de pointer le fait qu'il y a des solutions qu'on n'envisage pas. Et alors, celle-ci, elle n'est pas très cool, mais il y en a peut-être des sympas qui vont apparaître. Effectivement, maintenant, aujourd'hui, on commence à faire de la nourriture végane et végé qui soit satisfaisante, parce qu'on n'avait pas ça sur le marché. Il y avait très peu de personnes qui savaient cuisiner ça, à part dans certains pays. Là, hier, je suis arrivé par Gare du Nord, j'ai mangé pour pas cher du tout, entièrement végé, c'était super. Mais je suis arrivé chez moi 2 jours avant, j'ai vu un food truck, il n'y avait rien de végétarien. Et ça, c'est une culture à faire venir. Donc le fait que cette culture commence à advenir, ça va créer aussi un élan. Plus on va trouver des jeunes qui vont trouver de la satisfaction, ça va devenir une habitude tellement facile qu'on ne se posera plus la question. Enfin, voilà, je voulais dire autre chose, mais j'ai oublié. Si j'ai quelque chose à dire, oui, sûrement. Attendez, parce que du coup, vous me donnez le micro, mais il faut que je réfléchisse à une question, je dois bien avoir après avoir vu ce film. Oui, non, vous voulez le reprendre? La sensibilisation, est-ce que ça fonctionne auprès des jeunes publics comme vous, par exemple, par rapport à ce que vous voyez de vos copains Pour être totalement transparente, je dirais que c'est assez mitigé. Voilà, pour avoir justement été avec plusieurs camarades hier pendant la projection du film, quand on en a discuté après, beaucoup ont été marqués surtout par le passage sur les poissons qui, comme vous l'avez dit, est extrêmement détaillé. Pour moi, était extrêmement choquant parce que j'avais quelques informations par rapport à ça, mais alors là, ça a été une découverte que je suis ravie d'avoir d'avoir eue, mais bon, qui était quand même très très éprouvante. Toutefois, je suis pas convaincue que tous les gens de mon âge soient vraiment concernés, se sentent vraiment concernés par ces sujets-là, malheureusement. Mais je tiens quand même à dire que nous ne sommes pas tous dans le même bateau par rapport à ça et qu'on veut quand même changer les choses et qu'on va faire notre part. Et je suis convaincue que même les petits gestes comptent. Mais voilà, je reste mitigée, si je suis totalement honnête. Disons que ce que je trouve, c'est extrême. Alors déjà en France, je crois que la consommation de viande baisse à peu près dans les proportions qui vont avec les trajectoires de décarbonation de l'accord de Paris, qui sont la référence. Tu vas dire que c'est pas vrai? Non. C'est vrai, mais il y a pire. Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'en fait, la consommation de viande, elle monte en ce moment dans les pays qui n'étaient pas du tout habitués. C'est pas en France, c'est pas en Europe qu'elle monte, c'est en Chine, en Asie, en Amérique du Sud, dans les pays, dès qu'ils s'enrichissent, ils arrivent à manger de la viande parce que c'est un symbole de richesse. Donc c'est l'ensemble des milliards de gens qui ne mangent pas autant de viande que nous, qui commencent à vouloir en manger. Donc je ne sais pas comment on va s'en sortir, mais notamment quand on voit ce qui est très frappant aussi, c'est de voir que l'ensemble du système industriel, paysan, paysans, des gens, des agriculteurs, petits même, des industriels et des pouvoirs publics et des consommateurs qui bouclent, et on a beaucoup de mal à imaginer comment dénouer ça. Mais enfin, on y arrive peut-être, puisqu'on arrive à baisser quand même la consommation de viande et avoir de la consommation de meilleure viande, sauf qu'Éric va nous dire le contraire. Non, en fait, c'était exactement ce que tu as dit après, c'est-à-dire qu'effectivement, en France, on en commence à baisser. En Bretagne, par exemple, on se rend compte que l'élevage de porc n'a plus le vent en poupe du tout en France. Le problème, c'est que la réponse a été de créer des marchés avec la Chine, où on va produire des centaines de milliers de porcs pour la Chine. Donc, ouais, c'est assez sympa, je trouve, comme échange. Dans les moyens de faire, il y a aussi la ringardisation. Je pense qu'il ne faut pas l'oublier, la ringardisation. Et ici, je vais me moquer un petit peu des organisateurs, ça va les énerver, mais c'est pas grave. C'est hyper ringard de proposer encore des sandwichs avec du jambon dans tous les sandwichs. Voilà, c'est bien, enfin c'est pas grave, hein, mais c'est gentil d'y avoir pensé. J'en ai mangé, hein. J'en ai mangé, donc j'assume totalement le fait que ça existait. Pour moi, le porc, une fois qu'il est mort, autant le manger plutôt que de le jeter. Mais en attendant, c'est amusant parce qu'on s'auto-ringardise en répondant pas à ses besoins. Et à la Casbah, c'est même pas concevable pour eux de prévoir des repas avec de la viande tous les jours, par exemple. Voilà, c'est ça. D'autres interventions, peut-être j'aimerais bien avoir vos points de vue là-dessus. Est-ce que, comment dire, en termes de communication, en termes d'échange avec des publics divers et variés, est-ce que vous pensez, je vais être assez clair, je vais être assez franc. Moi, je suis un peu comme Sébastien qui a un petit peu abandonné l'idée du jeu comme média de prise de conscience. J'ai le sentiment que la science aujourd'hui ne suffit plus, très clairement. Les informations en termes environnementaux,
elles existent. Les études, elles existent depuis des années. Le rapport Meadows, c'est 1972. On n'arrête pas de proposer des outils scientifiques pour démontrer les problématiques. Certains sont évoqués dans ce documentaire. Ça n'a rien changé. Je discute avec des chercheurs qui me disent que les étudiants qui bossent avec eux sont déprimés, enfin, ne se sentent absolument plus utiles. Ils savent même plus à quoi sert leur fonction de chercheur en termes de production de données, puisqu'elles ne sont pas employées correctement derrière. Est-ce que vous avez un regard là-dessus, vous deux qui êtes des scientifiques? Oui. Attention la réponse. Eh ben non. Enfin, je pense que la science, elle a jamais fonctionné en fait. Alors, donc, moi, je travaille donc à l'agence de l'eau, je le redis, et on a un comité de bassin qui ressemble tous les acteurs de l'eau, donc les agriculteurs, les élus, des associations de défense de l'environnement. Ils ont plein de messages sur les problématiques de l'eau, et en fait, on voit que ça percole pas forcément complètement. On voit qu'on a toujours les mêmes enjeux sur les pollutions de l'eau potable, sur les milieux aquatiques. Et bon, j'ai une collègue qui travaille sur la restauration des rivières, et elle dirait, enfin, elle pourrait très bien en parler encore mieux que moi. C'est pas les messages scientifiques qui parlent aux gens, c'est pas ça. C'est parler d'eux, de ce qu'ils vivent, de leur histoire, de leur situation dans l'environnement dans lequel ils sont. Et c'est en fait en touchant la fibre, enfin on parlait de l'émotion tout à l'heure, mais c'est ça en fait, on a tous un lien avec les autres, mais avec l'environnement qui nous entoure. Et tant qu'on n'a pas touché cette fibre-là, en fait, les messages scientifiques, on peut toujours donner n'importe quel message scientifique, ça ne marche pas. Oui, je suis d'accord aussi. Il faut qu'en fait la science atteigne le quotidien des gens pour que finalement ils se mettent à appliquer ces messages scientifiques et ces données qui sont récoltées. Donc il faut trouver à chaque fois un lien avec la vie quotidienne des gens en fait, pour qu'ils se disent ah oui peut-être que je peux faire ça pour aider un peu la biodiversité, ou ah oui tiens je pourrais changer telle habitude. Voilà, de cette façon-là qu'il faut amener les choses. J'ai pas forcément explicité comment je touchais 2000-2500 personnes par an. Il se trouve que pour sensibiliser quelqu'un, il me semble que en fait, chaque personne est une serrure et que du coup, chacun a sa clé qui correspond. Et en fait, il y a plein d'outils qui existent. Et le problème, c'est que on n'a pas toujours tendance à appliquer le bon outil à la bonne personne. Donc moi, aujourd'hui, j'utilise 5 outils qui sont le choc, le jeu, la maïeutique, l'exemple et le récit. Et en fait, il se trouve que utiliser l'exemple, par exemple, je vais présenter une ZAD à un économiste, ça marche pas, l'exemple est trop éloigné. Je vais présenter le jeu à une entreprise, mais pourquoi on parle de jeu? Moi, je fais quelque chose de sérieux. Si on parle de, enfin, le choc à une famille, potentiellement, ça va plutôt tendance à fermer les émotions et à ne pas provoquer un changement. Alors, par contre, si on utilise le choc avec les bonnes personnes, effectivement, ça provoque des grands changements. Si on utilise le jeu avec des familles, ça fait des grands changements. Si on utilise le récit avec des grands publics qui vont embarquer, en fait, et les gens vont un peu s'auto-amplifier les uns les autres, là, ça fonctionne. Donc l'idée, à mon avis, alors je ne suis pas encore tout à fait au clair avec tous les outils, parce qu'il y en a potentiellement l'humour que je ne sais pas encore très bien, enfin je ne sais pas ma tasse de thé, la musique, l'art, le théâtre. Il y a des tas d'outils, et un peu l'idée c'est de trouver quel est l'outil pour la personne qu'on veut toucher. Et aujourd'hui, si je veux toucher un politique, l'idée c'est de trouver quel est l'outil qui lui correspond. C'est quoi l'outil pour le politique? On veut bien savoir. Moi, j'avais une remarque aussi pour les jeunes là, qui se mettent à faire de la science, justement, qui sont dans les domaines scientifiques, qui sont déprimés. Je crois qu'ils ont eu des mauvais profs, en quelque sorte. Il n'y a pas de raison d'être déprimé. Il faut continuer, au contraire, à récolter des données, à inventer de nouvelles choses. Il faut continuer à aller dans la science, bien au contraire. C'est encore plein de choses à découvrir, encore plein de domaines où on n'est qu'au début des découvertes. Il y a des millions, des dizaines, des centaines de millions d'espèces animales qui pourraient peut-être nous sauver dans l'avenir. Donc il faut continuer à chercher. Et en fait, il faut être dans ce que j'appelle le super optimisme, finalement. La planète, elle sera toujours là, la nature sera toujours là, les animaux aussi. C'est juste l'homme qui va disparaître. En fait, on se tire une balle dans notre pied à nous, hein, parce que, comme là, ils l'ont dit dans le documentaire, il y a eu, on est la 6e extinction de masse, il y en a eu 5 avant. Les animaux sont toujours là, la planète aussi. Donc, il n'y a pas trop à s'inquiéter pour elle. Pas les mêmes cortèges. Voilà, oui, c'est différent, mais c'est toujours là.
Alors, juste avant de passer aux questions pour la salle, merci pour cette intervention. Juste pour vous dire que c'est précisément parce qu'on a voulu miser sur cet aspect émotionnel, je pense, principalement, qu'on a validé ça et que ce documentaire a eu le prix du jury. Et c'est aussi pour ça qu'on a créé un prix qui n'existait pas pour le précédent. Il s'appelle le prix voilà, impossible, en 2 mots. On n'était pas tous d'accord sur le nom d'ailleurs, hein, moi j'avais pas voté pour ça. C'est bien que je sois pas toujours. On essaye d'inventer. C'est de la démocratie pas participative. On est bon. En tout cas, voilà, l'idée c'était ça. C'était aussi de montrer. Effectivement, le levier n'est pas le même pour tout le monde. Le levier de la peur marche pour beaucoup de gens. Le levier du bien-être, de la joie et de la facilité de vie fonctionne pour d'autres. Et la connexion totale de Sami Frey, de Solo Frey avec son mode de vie en fait est quelque chose qui est porteur d'une belle énergie qui touche beaucoup de gens aussi. Même s'il y a plein de choses qui ne sont pas forcément ultra réalistes si on devait les appliquer à une ville comme Sens, ne serait-ce qu'elle. Mais c'est quand même porteur d'un message qui peut être à la fois conscient et positif. Voilà. Est-ce que dans le public, des questions émergent ? Nous, on est dans un interrogatoire. Je voudrais juste ajouter un truc, c'est pas encore pas vraiment une question, ça s'adresse à personne. C'est juste que, excuse-moi, comment tu t'appelles, monsieur Chauve-souris ? Julien. Julien, il a évoqué l'importance de la science, et moi je suis chercheur, et j'assiste depuis que je suis chercheur à une révolution super silencieuse et super discrète dans la science, qui est qu'on continue tous les jours d'inventer des nouvelles façons de regarder les choses. C'est pas seulement qu'on accumule des données d'une façon qui était mécanique, connue et tout, c'est qu'on regarde les choses de manière différente, et il y a plein de nouveautés. Évidemment, ça touche pas le grand public, c'est des choses subtiles, c'est des choses qui sont pas très faciles à expliquer, mais j'assiste à ça, et c'est aussi, je voulais aborder dans ce sens que la science c'est important, parce que la science c'est quelque chose qui est dans un mouvement permanent. C'est pas du tout quelque chose de figé avec des méthodes fixes qui sont rébarbatives et tout. Non, c'est quelque chose qui bouge tout le temps et qui crée beaucoup. Et voilà, c'est tout. Merci. Réponse ? Ouais, je dois juste une remarque complémentaire. Du coup, s'il n'y avait pas eu la science ni les scientifiques, en fait, les documentaires n'existeraient même pas. C'est grâce à eux qu'ils ont récolté les données qui permettent aujourd'hui de faire ce documentaire et d'avoir justement ce choc. Donc il faut des jeunes justement qui continuent à ce système aussi. C'est juste qu'on observe le même niveau d'épuisement en fait dans certaines disciplines qu'on va observer chez les militants écologistes notamment, ou des droits sociaux. C'est de l'épuisement pour beaucoup. C'est pas du désespoir quant à leur fonction, mais c'est beaucoup d'épuisement en se demandant s'ils auront la force de continuer de produire des choses qui vont servir. Mais merci. Dans le public encore, peut-être ? On va quand même dire que les combats de Catherine sur les poulaillers méritent, voilà, ça nous y fait penser en tout cas. Et on se rend compte en effet, ça vaut la peine d'essayer d'éviter qu'il y en ait des dizaines dans l'Yonne. On reparle de 80 poulaillers industriels qui devaient être construits dans l'Yonne, qui sont validés et soutenus par la Chambre d'agriculture, qui considère que ça va être de ramener de la polyculture élevage, donc de ramener de l'élevage, c'est-à-dire de la matière organique qu'on va pouvoir mettre dans les champs, d'animaux qui seront élevés grâce à du grain local, et potentiellement, ce sera un circuit super vertueux. Bon, il y a du bullshit, évidemment, plein les râteaux, mais par contre, voilà, c'est un sujet sur lequel on va être encore obligé de se battre. Et d'où l'épuisement récurrent qu'on va trouver chez les militants, mais tiennent le choc. De raisonner les gens et surtout de faire comprendre aux agriculteurs qui s'engagent là-dedans qu'ils vont prendre une gamelle. Voilà. Et donc ils vont s'endetter, ça va être les banques qui vont se frotter les mains, mais eux ils partent droit dans le mur, c'est clair. Parce que c'était déjà très juste avec l'exploitation quand c'était Duc, et là les nouveaux sont très durs en affaires et ont amené. Ça a baissé en qualité, et donc la réponse de tous les gens avec qui on peut discuter de ça,
Tant qu'il y a de la demande, on le fait. Et c'est catastrophique, ça, comme réponse. Et j'ai envie de dire, il y a aussi ce phénomène de la grande distribution qui est très lié. Parce que on est suréquipé en zone commerciale de toutes sortes, avec tous les déchets que ça entraîne. Et j'ai pas envie de faire un procès, si vous voulez, sur les gens qui choisissent d'avoir de l'élevage industriel. Je trouve qu'on leur ment. Et quand vous voyez le site de Plucon, allez le voir, mais ils sont formidables. Hein. Et c'est pas ça la réalité. La réalité, allez à Chaillet, allez respirer la station d'épuration, ça sent la mort, c'est tout. Bon, c'est dégueulasse. Voilà. Bon, ce qu'on a envie de dire aussi, c'est que la réponse des autorités, c'est oui, mais ça fait de l'emploi. Mais quel emploi? Qui va bosser là-dedans? Et pour connaître les gens de Chaillet, ce sont les Afghans de Sens qui vont bosser à Chaillet. Donc, qu'est-ce que c'est que cette civilisation où on ne sait proposer que ça? Moi, je suis atterrée de ce qui se passe. La Bourgogne, c'est la qualité, on l'a dit hier. Et là, on est en train de perdre notre âme. Voilà. Et moi, je voudrais juste témoigner qu'il y a une agricultrice dans la région de Sens qui a effectivement s'est lancée jeune agricultrice dans un projet comme ça avec un contrat de long terme, dont maintenant elle n'attend qu'une chose, c'est qu'il se termine, mais elle est obligée, enfin elle va jusqu'à la fin de ce contrat où elle a absolument un emploi très... On lui apporte la nourriture pour les poulets, on lui renvoie les poulets, et c'est de l'élevage industriel, mais elle a choisi de développer à côté un petit élevage de poulets fermiers au vert avec du grain local de son champ, enfin du champ de son père, et qui marche très très bien. Donc l'alternative est possible quand on verra, quand elle aura fini le contrat, ce qu'elle en fait. Mais en tout cas, il y a des agriculteurs qui réfléchissent et qui choisissent autre chose. Une question encore, une petite question encore. Pour revenir rapidement sur ce que vous disiez, oui, d'accord, tout à fait d'accord avec ce que vous dites, c'est vraiment une publicité mensongère, parce que pour le coup, pour habiter à 5 km de Chaillet, vous passez devant l'usine, c'est des poulets dans les champs qui sont représentés, alors qu'on a quand même les hangars qui sont tout autour. L'odeur, en effet, ça touche quand même pas mal de villages aux alentours, et du coup, j'ai énormément de proches qui ont travaillé là-bas ou qui travaillent encore là-bas. En effet, les problèmes de santé qu'ils ont, c'est une catastrophe, que ce soit au niveau des produits, ou voilà, c'est quand même une usine, donc les problèmes d'eau, etc. Et puis, ma question que je voulais poser, c'était en fait, quand on parle de la dépression en fait qu'entraîne ce problème écologique. Donc maintenant on a un terme pour ça, ça s'appelle l'éco-anxiété. J'aurais voulu quand même aborder le sujet parce que c'est quelque chose, je pense, qui va toucher tous les militants, toutes les personnes qui vont prendre conscience de ça. Au départ, on part avec énormément de joie et puis d'espoir, etc. Et en fait, on se casse la gueule petit à petit et on passe éternellement d'une émotion très forte à une émotion très basse. Et bon, ça entraîne des dépressions. Je voulais savoir en fait, comment ne pas tomber ou alors comment essayer de tempérer ces émotions. Effectivement, moi je connais pas mal de gens qui travaillent dans l'environnement qui en fait passent par cette phase de dépression vraiment sévère. Et même moi, je travaille aussi dans ce domaine-là quand on parle changement climatique et qu'on voit ce qui nous attend dans 10 ans, à mon avis, ça va venir très tôt. Ça fait vraiment très peur. Et en fait, ces gens qui connaissent ça, j'en connais beaucoup qui disent finalement j'arrête et je vais faire. Donc en fait, ils passent à la phase je vais faire de l'agriculture que je veux voir. Et je pense que c'est là en fait, c'est dans le faire vraiment à sa petite échelle ce qu'on peut faire, devenir résilient à sa manière. C'est la meilleure manière à mon avis c'est une des manières qui est possible pour sortir de cette dépression. Ouais.
Personnellement, l'éco-anxiété ou ce que certains psychologues appellent la solastalgie, c'est quelque chose que je vais ressentir à peu près un jour sur deux. C'est-à-dire qu'en fonction de si je suis fatigué physiquement ou pas, ça va arriver. Et un jour sur deux, je vais voir toutes les choses super qui se passent dans le monde, ou qui se passent à Joigny ou qui se passent dans mon quotidien. Et un jour sur deux, je vais rentrer dans les chiffres et je vais me dire mais qu'est-ce que je fous là? L'important c'est d'être entouré. L'important c'est l'avantage de la caserne de bascule, c'est que du coup je suis entouré de gens qui sont plutôt souriants, même si on est tous impactés par les mêmes chiffres. On a tendance à se regarder des films comme ça le soir, le dimanche soir, et même des fois à se commander des pizzas végétariennes. Je dirais la première chose c'est de ne pas rester seul, c'est d'avoir quelqu'un avec qui en parler. Il y a des gens comme effectivement Laure Noila qui a écrit des bouquins sur comment rester écolo sans finir dépressif. Il y a quelques réponses dedans. Potentiellement, je dirais que la seule solution, c'est de ne pas rester seul et de faire en sorte de passer plus de bons moments que de mauvais moments. Je dirais qu'il y a une façon aussi de ne pas être seul, qui est d'être dans la nature. Je veux dire que moi, quand ça m'arrive aussi, puisque ça m'arrive, hein, c'est ce qu'a dit Solofré. Alors lui, il est tout le temps, mais... mais je veux dire que moi, je vois beaucoup de gens et j'habite en ville souvent. Donc effectivement, on n'est jamais complètement seul quand on est dans la nature, parce qu'il y a des oiseaux, parce qu'il y a des... Et quand on fait un petit peu quelque chose, on en profite et se dire que de toute façon, le moindre kilo de CO2 économisé, c'est déjà ça. Je veux dire que du moment qu'on ne laisse pas tomber, même si c'est qu'un petit pas, il vaut la peine d'être fait. Voilà. Mais voilà, la nature, il y a des plantes, il y a des choses auxquelles on s'attache et on n'est jamais tout seul. Les amis, on a une remise de prix, puis un petit cocktail après. Donc je vous propose de découvrir. Conclure. Oui. Okay. Bon, tout ça pour vous dire que prendre soin est une base. Et prendre soin, on peut parler de prendre soin de la nature, mais on a vraiment besoin de prendre soin les uns des autres et de prendre soin individuellement de soi. Voilà. Bon courage. Prenez bien soin.